Alors pour l'exercice 23, c'est un exercice qui est un peu technique, donc il faut bien s'accrocher pour comprendre l'idée et la méthode, mais c'est compréhensible. Donc on a le protocole de Stern. Donc on l'a vu en cours, on a des commitments, donc des valeurs d'engagement C1, C2, C3 qu'on calcule et qu'on envoie au vérifieur. On rappelle que le prouveur veut prouver qu'il connaît E de poids T tel que HE égale S. Donc tout le monde connaît S, tout le monde connaît H et tout le monde connaît T, mais il n'y a que le prouveur qui connaît E, et il veut prouver au vérifieur qu'il est bien en possession de ce secret, sans divulguer d'informations sur ce secret. Donc on va choisir des choses aléatoires, un Y et un sigma. Donc, première étape, on envoie ses commitments comme je vous l'ai dit, ensuite le vérifieur envoie un challenge, et en fonction de la valeur du challenge, eh bien, le prouveur va renvoyer des informations. Soit sigma et y, soit sigma y plus e, soit sigma de y et sigma de e. Et en fonction des réponses, le vérifieur va pouvoir vérifier deux commitments, donc deux engagements sur trois. Donc C1 et C2 ici, C1 et C3, et C2 et C3 dans le dernier cas. Le secret, il a deux propriétés. Il vérifie HE égale S, mais il vérifie aussi qu'il est de poids T. Donc ça c'est important, qu'à un moment, le vérifieur vérifie bien que le secret envoyé est bien de poids T. Donc ça c'était l'algorithme. Donc on va noter H, une fonction de hachage qui va donner 160 bits. Donc ça veut dire que les trois commitments vont faire tous les trois 160 bits. On suppose que pour communiquer une permutation ou un vecteur aléatoire, le prouveur n'est pas obligé d'envoyer la permutation intégralement, il peut juste envoyer une graine, disons de 100 bits, qu'on va appeler alpha, au vérifieur, et qu'à partir de cette graine, le vérifieur il reconstruise la génération, la permutation aléatoire, ou la génération d'aléas à partir de cette graine-là. Quand il doit reconstruire un vecteur y aléatoire, admettons que n égale 1000, pour générer 1000 bits d'aléas, on n'a peut-être besoin que de 100 bits pour générer une suite pseudo-aléatoire. Et ça suffira pour le protocole qu'on utilisera. Pareil pour la permutation, on peut générer une permutation aléatoire avec 100 bits. On peut ensuite en générer une permutation sur n éléments. Donc ça c'est des choses qui sont classiques. Première question, déterminer le coût de la communication, donc c'est le nombre d'informations qui sont envoyées entre le prouveur et le vérifieur. Donc première étape, on a dit qu'on avait toujours 3 fois 160 bits pour chacun des commitments. Pour B, on a 2 bits, puisque c'est 0, 1, 2, donc soit il envoie 0, 0, soit il envoie 0, 1, soit il envoie 1, 0. On ne peut pas faire moins que 2 bits. Dans le premier cas, il va envoyer 2 fois alpha bit. Une première graine qui va permettre de générer sigma, une deuxième graine qui va permettre de générer y, donc on est obligé d'envoyer ces deux alpha bits. Dans le deuxième cas, il va envoyer alpha bit pour sigma, mais pour y plus e, il est obligé d'envoyer l'intégralité des n bits. Il ne peut pas trouver de graine d'un générateur de pseudo-aléa qui aurait donné y plus e, puisque e c'est son secret, donc là on ne peut pas retrouver d'antécédent sur la génération d'aléas. Donc il va être obligé d'envoyer alpha plus n bits. Dans le dernier cas, il doit envoyer les permutés de y et de e. Donc le permuté de y, il doit envoyer les n bits de y, et les permutés de e, mais il doit envoyer les n bits qui correspondent à e. Donc là on verra que dans un premier temps, une méthode un peu naïve d'envoyer sigma de e, c'est d'envoyer les n bits de e. On va pouvoir faire un petit peu mieux par la suite. Donc là, en moyenne, il va envoyer ça à tous les coups, ça à tous les coups, et une fois sur 3, il va envoyer l'intégralité. Parce qu'il y a les 3 cas, donc on va prendre en moyenne, il va faire un tiers de tout ça. Donc ce qui va nous donner 482 plus alpha plus n bits en moyenne durant la communication. On va voir après en comparant les autres protocoles, est-ce que les gens par la suite ont réussi à faire moins en termes de communication, ou est-ce qu'on est à une valeur minimale ou pas. Comment réduire le coût de la communication en augmentant le nombre d'opérations à effectuer? Alors c'est facile, c'est ce que je vous disais. Pour le cas b égale 2, ici on voit qu'il doit envoyer sigma de e. Sigma de e, c'est n bits. Mais s'il envoie phi nt-1 de sigma de e, donc là il faudrait mettre sigma de e, et pas de e, c'est bien important de mettre sigma de e, puisqu'il n'enverra jamais e. S'il envoie phi nt-1 de sigma de e, il n'aura que L bits, puisque l'antécédent de sigma de e, qui lui est de longueur n et de poids t, est plus petit. Parce qu'on a vu que la fonction d'encodage, elle était bijective, mais l'élément de départ, il va avoir moins de bits pour être représenté que l'élément d'arrivée. Donc si je fais phi-1 nt de sigma de e, je vais avoir uniquement L bits,
qui est bien plus petit que n. Par contre, le vérifieur, qui va recevoir phi nt-1 de sigma de e, mais il va être obligé de reconstituer sigma de e, donc il va faire phi de phi nt-1 de sigma de e, il va obtenir sigma de e et il vérifiera que cet élément est bien de Poitet. Donc ça, c'était une première astuce pour pouvoir réduire le coût de la communication, mais on augmente la quantité de calcul à effectuer par le vérifieur pour être sûr que notre élément est bien de Poitet. Alors maintenant, on va montrer que la probabilité pour que quelqu'un triche est de 2 chances sur 3. Comment faire? Donc on va avoir 3 stratégies différentes. La première, le tricheur, il va choisir y et sigma aléatoirement, donc il va suivre le protocole AD qui est défini ici, mais il est tricheur, donc ça veut dire qu'il ne connaît pas le E tel que HE égale S. Comment il va faire pour tricher? Dans un premier temps, il va remplacer ce E par un autre E' de Poitet quelconque, mais du coup, le E' ne vérifiera pas HE' transposé égale S, parce que sinon c'est qu'il a résolu le problème du décodage par syndrome. Donc il fait ça, il calcule les CI, donc C1, C2, C3, comme dans le protocole ci-dessus. Maintenant on va se demander pour chacune de ces stratégies, dans quel cas elles fonctionnent avec succès. Donc commençons par la stratégie A. Donc stratégie A, il se prépare à répondre au challenge B égale 0 et B égale 2. Si B égale 0, donc il va envoyer sigma et Y, et donc là, il n'y a pas de problème, celui qui vérifie, il fera H de P1 concaténé avec HP2 transposé, comme c'est proposé ici, qui correspond très bien au C1 qui est ici, et pareil pour C2. Donc même s'il ne connaît pas du tout la valeur de E, et qu'il prend un E' aléatoire ici, de Poitet, eh bien il pourra répondre avec succès au challenge B égale 0. Pour le challenge B égale 2, alors pour B égale 2, il envoie sigma de Y, ça il peut le faire, il envoie sigma de E' du coup, puisque lui il ne connaît pas le E, donc il envoie le permuté de son E' qu'il a choisi. Donc le vérifieur pourra bien vérifier que on a bien C2 qui est égal au HE de P1, donc au HE de sigma de Y, ça c'est bon, et C3, ça marche aussi, c'est bien le HE de P1 XOR P2, puisque sigma de Y XOR sigma de E' nous donnera bien sigma de Y plus E'. Par contre, si le vérifieur lui envoie B égale 1, mais là il va être coincé, parce qu'il pourra envoyer sigma, mais là il sera obligé d'envoyer Y plus E', puisque c'est l'information qu'il a calculée. Donc à ce moment-là, la personne pourra bien vérifier C3, mais pour la vérification de C1, eh ben, ça va pas fonctionner, parce que quand il va calculer H de P2 transposé XOR S, quand il va faire ça, lui, il a un E' ici. Il n'a pas autre chose qu'un E'. Donc la personne ne va pas pouvoir vérifier ça. Le tricheur, il peut tricher en envoyant S plus E' en espérant que ça décode, mais ça ne marchera pas. Il peut essayer, au lieu d'envoyer Y plus E, envoyer autre chose. Mais dans tous les cas, comme notre E' ne vérifie pas H fois E' égale S, d'accord, ça c'est pas possible que E' vérifie à la fois H de E' égale S et être de Poitet. Donc comme il ne vérifie pas ça, la stratégie 1 va échouer dans le cadre où B égale 1. J'espère que c'est clair. Vous pouvez revoir cette vidéo tranquillement, vous verrez que j'ai pas dit de bêtises, mais c'est pas vraiment facile à comprendre. Maintenant la deuxième stratégie, c'est-à-dire que là il a réussi à leurrer le vérifieur 2 fois sur 3. Si B égale 0 ça marche, si B égale 2 ça marche, mais si B égale 1 ça marche pas. Donc le tricheur, il peut imaginer vouloir tromper le vérifieur dans le cadre, par exemple, où B égale 1 ou 2. Mais du coup, il ne répondra pas correctement pour B égale 0. Comment va-t-il faire? Mais il va choisir Y et sigma aléatoirement, mais le E qui prend 2 Poitet, qui vérifie HE égale S, là il va prendre un E' de Poitet, mais qui ne vérifiera pas ça. Et au lieu de calculer C1 de manière honnête, mais il va calculer un autre C1. Il va faire le HE de Y plus E' transposé XOR S. Donc à ce moment-là, quand la personne va vouloir vérifier C1, donc dans ce cas-là, il va faire HE de P1 concaténé avec H P2 transpose.
Dans ce cas-là, il va faire hacher de P1, le premier truc qu'il a reçu, concaténé à H de P2 transpose XOR S. Et on va voir que pour B égale 1 et 2, ça marchera, mais pas pour B égale 0. Alors si le tricheur fait comme précédemment, il choisit Y et sigma aléatoire, mais il va remplacer E par un vecteur E' de poids T, mais qui forcément ne vérifie pas ça, d'accord? Sinon ça veut dire qu'il aurait résolu le problème. Il va calculer C1 égale le haché de sigma concaténé avec H de Y plus E' transposé XOR S. Qu'est-ce qui va se passer pour le cas B égale 1? Donc pour B égale 1, il envoie sigma, et ici il envoie Y plus E'. Donc là il va faire C1, il va faire P1, concaténé avec H de P2, donc qui est Y plus E' XOR S. Exactement le calcul que la personne mal intentionnée a effectué pour tricher. Donc pour C1, ça fonctionnera, même si mon E' ne vérifie pas H de E' transposé égale S. La personne qui a calculé malicieusement le C1 au départ a réussi à berner le vérifieur en le calculant de cette façon-là, notre C1. Pour C3, eh bien il n'y a pas de problème pour C3, mais il a fait le haché de P1 de P2, donc sigma de Y plus E'. Et comme il a calculé Y plus E' au départ, le protocole fonctionne. Pareil pour B égale 2. Ben, s'il envoie sigma de Y et sigma de E', eh bien, il pourra vérifier ces deux choses-là. Là, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de C1 qui est engagé. Par contre, ça ne marchera pas dans le premier cas, puisque quand il fera P1 concaténé avec H de P2 transposé, P1 c'est bien sigma, mais P2 c'est Y, et lui le C1 il a calculé comme ça, et il n'a pas calculé comme ça. D'accord? Il ne peut pas l'avoir calculé dans deux manières pour répondre correctement à ces deux challenges-là. Donc du coup, la vérification ne fonctionnera pas si B égale 0. Donc voilà pour la deuxième stratégie. Enfin, la dernière stratégie, il peut tricher, mais d'une manière un peu différente. Il va prendre sigma et Y comme d'habitude, aléatoire quelconque. Le E', il ne va pas le prendre de poids T, mais il va le prendre tel que H de E' transpose égale S. Ça, on sait qu'on peut trouver un E' de poids quelconque, tel que le haché de E' soit égal à S. On l'a vu dans un exercice précédent, s'il n'y a pas de contrainte de poids, alors on peut facilement trouver un autre vecteur qui vérifie H de E' égale S. Donc à ce moment-là, on n'aura pas la condition sur le poids, mais on aura la condition sur H de E' sera bien égal à S. Donc il va calculer les CI convenablement dans ce cas-là, hein. On n'est plus dans le cas précédent où il avait un peu triché sur le calcul de son C1. Là, il calcule C1, C2, C3 comme indiqué ici. Il les envoie au vérifieur, et là, il va pouvoir tricher dans 2 cas sur 3. C'est-à-dire qu'il va pouvoir tricher si B égale 0 ou si B égale 1. Pourquoi? Si B égale 0, il a envoyé sigma et Y, pof, il peut directement vérifier le haché de sigma concaténé avec H de Y transpose, pas de problème. Il peut vérifier aussi le haché de sigma de Y est correct, pas de problème. Il les a calculés comme ça, donc il connaissait tout pour le faire. Si B égale 1, eh bien son E' vérifie que H de E' égale S. Donc quand il va vérifier C1, eh bien il va mettre sigma ici, le P1 qui a été envoyé, il va avoir envoyé Y plus E', et quand il aura Y plus E', il aura H de Y plus E', H de Y plus H de E', du coup, XOR S. Donc le H de E' plus ou XOR S, ça disparaît. Donc il va me rester H de Y, qui correspond bien à la valeur de C1 calculée de manière honnête au départ. Donc là, il va pouvoir trouver C1. Pour C3, il n'y a pas de problème, il va faire le haché de P1 de Y plus E'. Donc c'est bien haché de P1 de P2, ça correspond bien à ça. Par contre, dans le cas où B égale 2, eh bien, au moment où il va devoir vérifier le poids de la chose qui a été envoyée, ça ne marchera pas, puisque le poids de sigma de E', c'est pas T, puisqu'il a choisi qu'il vérifiait cette condition, mais son poids n'est pas égal à T. Donc du coup, dans cette vérification-là, ça ne va pas fonctionner. Ça fonctionnera pour C2, ce sera bien H de P1, très bien. Pour C3, ce sera H de sigma de Y plus E', ça marche bien. Mais comme le poids ne sera pas égal à T, eh bien il ne pourra pas arnaquer le vérifieur, il ne pourra pas se faire passer pour un prouveur honnête. Donc la vérification échouera. Donc j'espère que c'est clair. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le tricheur peut se préparer
à tricher à 2 des 3 challenges, donc soit 1 et 2, soit 0 et 1, soit, pardon c'est plus haut, 0 et 2. Mais il ne pourra pas tricher aux 3. Il ne pourra pas répondre correctement à 0, 1 et 2, sinon c'est qu'il est en possession du secret. Donc là, comme il a 2 chances sur 3 de tricher, si on répète ça un certain nombre de fois, eh bien on se doute qu'au bout d'un moment, la probabilité de triche sera très faible, qu'il réussisse de tricher à tous les coups, et donc du coup on aura un niveau de sécurité qui nous conviendra. Donc j'espère que c'est clair, on va faire à peu près la même chose pour le protocole de verrou un peu plus tard. Reprenez la vidéo calmement et s'il y a des questions, n'hésitez pas.